Je regarde par la fenêtre mon jardin bien entretenu au Vésinet, et je pense que l'automne doré de ma vie ne s'est pas déroulé comme je l'avais imaginé. À 67 ans, je vis seule dans une maison à 2 étages où résonnait autrefois la voix de Louis, mon mari, et où courait partout le petit Pascal, notre fils unique. Cela fait 5 ans que Louis est mort d'une crise cardiaque. C'est arrivé si soudainement. Le soir, nous discutions de nos projets pour le week-end et le matin, je me suis réveillée veuve. Il m'arrive encore de lui parler, de lui raconter ma journée, de lui demander conseil. C'est idiot, je suppose, mais ça m'aide. Après sa mort, beaucoup de gens m'ont conseillé de vendre la maison. Elle est trop grande pour qu'une femme de mon âge y vive seule. Mais j'ai refusé. Cette maison est tout ce qu'il me reste de notre vie de famille, des jours où nous étions heureux ensemble. Heureusement, Louis m'a laissé dans une situation financière assez confortable. Je n'aurais jamais pensé que mon mari si pragmatique, qui économisait surtout, serait aussi prévoyant en matière financière. L'assurance a versé une somme importante, et il avait aussi des actions et des placements dont j'ignorais l'existence. Au début, j'étais désemparée. Je n'avais jamais géré une telle somme d'argent. Pascal a proposé de m'aider. Il m'a toujours considérée comme démunie face à l'argent, mais j'ai refusé. À la place, je me suis inscrite à un cours de gestion de patrimoine à l'Université du Temps Libre et j'ai trouvé une bonne conseillère financière, une femme de mon âge, qui ne me regardait pas comme une vieille dame sans défense. Au cours des 5 dernières années, mes investissements ont rapporté un très bon rendement. Je peux me permettre de voyager, d'acheter de beaux vêtements et de rénover ma maison. Je ne suis pas riche, mais je ne m'inquiète certainement pas pour le lendemain. La seule chose qui assombrit ma vie est ma relation avec mon fils. Pascal me rend rarement visite, généralement une fois par mois, parfois moins. Nos rencontres sont tendues, comme si nous étions des étrangers assis à la même table. Il boit son café dans un thermos, refusant mes propositions, répond par monosyllabes et est toujours pressé de partir. Je ne comprends pas où et quand nous sommes devenus si distants. Je repense souvent à son enfance, essayant de trouver le moment où tout a dérapé. Peut-être étais-je trop stricte, ou au contraire, pas assez. Louis disait toujours que j'exigeais trop du garçon. Mais est-ce mal de vouloir que son enfant vise le meilleur? Ces derniers mois, j'ai remarqué d'étranges changements dans le comportement de Pascal. Il est devenu encore plus nerveux, vérifiant souvent son téléphone et sursautant à chaque appel. Il m'a demandé de l'argent 2 fois. D'abord, 2 000 € pour réparer sa voiture, puis 5 000 € en attendant sa paie. Je lui ai donné l'argent, bien sûr. C'est mon fils. Comment aurais-je pu refuser? Mais quelque chose me disait que Pascal ne me disait pas toute la vérité. Sa voiture avait l'air en parfait état la fois suivante où il est venu, et son salaire dans la compagnie d'assurance devrait être suffisant pour qu'il n'ait pas besoin d'emprunter à sa vieille mère. Un jour, je lui ai demandé directement, « Pascal, est-ce que tout va bien? As-tu des ennuis ?» Il s'est immédiatement mis sur la défensive. « Maman, j'ai 39 ans. Je suis parfaitement capable de résoudre mes propres problèmes. » Quel problème, ai-je insisté. Ce n'est pas ce que je voulais dire, s'est-il vite corrigé. Tout va bien. Juste quelques difficultés financières temporaires. Ce jour-là, il est parti plus tôt que d'habitude, prétextant une réunion. Je suis restée à la fenêtre, regardant sa berline argentée disparaître au coin de la rue, sentant un malaise grandir en moi. Il se passait quelque chose dans la vie de mon fils. Quelque chose de grave, et il ne voulait pas le partager avec moi. Mais les mères ne sont-elles pas là pour ça? Pour aider quand leurs enfants ont des difficultés, même si ces enfants ont la quarantaine. Je l'ai appelé presque tous les jours après cette conversation, mais soit il ne répondait pas, soit il me donnait des réponses brèves et des promesses de rappeler plus tard, ce qu'il ne faisait jamais. J'ai commencé à m'inquiéter encore plus. Puis, environ une semaine avant mon anniversaire, quelque chose d'étonnant s'est produit. Pascal m'a appelé de lui-même pour la première fois depuis longtemps. « Maman », sa voix semblait inhabituellement joyeuse. « Je veux t'offrir un cadeau d'anniversaire spécial. » J'étais si surprise que je ne savais pas quoi répondre. « Un cadeau ?» ai-je demandé. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis, » a-t-il interrompu. « Tu as toujours dit que tu voulais voir l'océan depuis un bateau, tu te souviens ?» Je l'avais en effet mentionné une fois, mais c'était étrange qu'il s'en souvienne. Pascal ne prêtait généralement pas attention à mes rêves et désirs. « J'ai loué un yacht, » a-t-il continué. « Il est petit mais confortable. Nous partirons en mer pour toute la journée. Qu'en dis-tu » J'ai hésité. L'idée d'être au milieu de l'océan m'avait toujours effrayée. Toute ma vie,
J'avais eu peur de l'eau profonde. Je ne savais pas nager et paniquais même dans une piscine. Mais Pascal, ai-je finalement réussi à dire, tu sais que j'ai peur de l'eau. J'ai toujours eu peur. Le yacht est parfaitement sûr, maman, a-t-il dit, une note d'impatience se glissant dans sa voix. De plus, tu as toujours dit qu'il fallait affronter ses peurs. N'est-ce pas? Quelque chose dans son ton, son insistance, presque sa contrainte, m'a rendue méfiante. Mais une autre partie de moi, celle qui voulait désespérément renouer avec mon fils, s'est accrochée à cette chance. Et puis, a-t-il ajouté plus doucement, je pense que nous devons passer plus de temps ensemble. Je n'ai pas été le fils le plus attentif ces dernières années. Ce petit aveu a fait fondre mon cœur. Peut-être voulait-il vraiment réparer notre relation. Peut-être que la mort de son père l'avait enfin fait réfléchir à la valeur de la famille. D'accord, ai-je accepté après une pause. Je pense que ce sera une expérience intéressante. Super. Sa voix semblait sincèrement soulagée. Je m'occupe de tout. Je passerai te prendre samedi à 10 heures. D'accord. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon fauteuil pendant un long moment, réfléchissant à cette étrange conversation. D'un côté, l'attention soudaine de mon fils me réchauffait le cœur. De l'autre, quelque chose dans sa proposition m'alarmait. Peut-être était-ce son enthousiasme inhabituel, ou le fait qu'il ait choisi une sortie en bateau, connaissant ma phobie. Cependant, Pascal ignorait une chose. Après la mort de Louis, j'avais décidé de surmonter ma peur de l'eau. La vieillesse m'effrayait encore plus que l'eau profonde, et je ne voulais pas devenir l'une de ces veuves stéréotypées qui ont peur de leur propre ombre. Je m'étais inscrite à un cours de natation pour seniors à la piscine municipale. Au début, même en eau peu profonde, la panique me submergeait. Mais un moniteur patient m'a aidé à surmonter cette barrière. Après un an de cours réguliers, j'étais déjà à l'aise dans l'eau et pouvais nager plusieurs longueurs sans m'arrêter. Je n'ai jamais parlé de cela à Pascal. Non pas que ce soit un grand secret, mais il n'y a jamais eu de raison de le faire. Nos rares conversations ne portaient jamais sur ma vie. Elles tournaient toujours autour de ses problèmes ou se résumaient à des banalités. Maintenant, en me souvenant de son offre, je me demandais si je devais lui parler de mes exploits en natation. Mais une intuition, ou était-ce la paranoïa d'une vieille femme, me disait de me taire. Pour une raison quelconque, il me semblait important qu'il continue de me considérer comme impuissante dans l'eau. La nuit précédant mon anniversaire, je n'ai presque pas dormi. J'étais tourmentée par des angoisses vagues et des questions sans réponse. Pourquoi Pascal louerait-il un yacht coûteux s'il n'avait pas assez d'argent pour réparer sa voiture? Pourquoi a-t-il décidé de réparer notre relation maintenant? Et que se cachait-il derrière sa nervosité et ses étranges appels téléphoniques? J'ai fouillé dans ma mémoire nos dernières rencontres, essayant de trouver des indices, des signes que j'aurais pu manquer. Je me suis souvenu comment, il y a environ un mois, 2 hommes dans une voiture de luxe sont venus chez moi. Ils ont demandé Pascal et quand j'ai dit qu'il ne vivait pas là, l'un d'eux, un homme grand au regard lourd, a dit quelque chose comme « Dites-lui que le temps presse ». À l'époque, j'ai pensé que c'était des collègues, mais maintenant, cet épisode prenait une nouvelle signification. Le matin, je me suis préparée avec soin pour son arrivée. J'ai mis ma plus belle robe, bleue avec une garniture blanche, que Louis aimait tant, je me suis coiffée et j'ai appliqué un maquillage léger. Si c'était vraiment une chance de réparer ma relation avec mon fils, je voulais être à mon avantage. J'ai préparé un petit déjeuner léger, une salade de fruits et des croissants frais de la boulangerie du coin, et j'ai mis la table sur la terrasse. Je voulais créer une atmosphère détendue, peut-être parler à mon fils avant le voyage. Mais quand Pascal est arrivé, il m'a immédiatement pressée. « Maman, nous devons partir pour arriver à l'Euroyacht. On mangera là-bas. Il y aura des rafraîchissements à bord. » J'ai remarqué qu'il avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Ses mains tremblaient légèrement en prenant mon sac. « Tu vas bien, chérie ?» ai-je demandé, le regardant attentivement. « Bien sûr, » a-t-il souri avec tension. « Je suis juste un peu nerveux. Je veux que tout soit parfait. » Avant de monter dans la voiture, je me suis retournée et j'ai regardé ma maison. Un sentiment étrange m'a envahi, comme si je la voyais pour la dernière fois. Mais j'ai chassé cette pensée. « Tu deviens une vieille femme soupçonneuse, Béatrice, me suis-je dit. » Sur le chemin du port de Plaisance, Pascal était inhabituellement bavard, me parlant du yacht, de l'itinéraire et du temps. Je l'écoutais d'une oreille distraite, observant ses mains sur le volant. Elles tremblaient légèrement. Son téléphone a sonné 2 fois,
et les 2 fois il a rejeté l'appel en jetant un coup d'œil nerveux à l'écran. Des appels importants? Ai-je demandé après le second. Non, juste des collègues, a-t-il balayé d'un geste. Je suis tout à toi aujourd'hui, maman. Pas de travail. Mais je ne l'ai pas cru. Quelque chose de grave se passait dans la vie de mon fils, et c'était lié d'une manière ou d'une autre à notre sortie d'aujourd'hui. Je le sentais de toutes les fibres de mon être, cette intuition que les mères développent et qui se trompe rarement. Quoi qu'il arrive, pensais-je en regardant le profil de mon fils, je dois être prête. Je dois être forte pour lui, pour nous deux. L'eau m'a toujours effrayée. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai eu une peur irrationnelle de la profondeur, de ce qui se cache sous la surface sombre d'un lac ou de la mer. Enfant, quand mes parents m'emmenaient à la plage, je n'allais jamais plus loin que les genoux. Je m'asseyais sur le sable, construisais des châteaux et regardais avec anxiété les autres enfants barboter sans souci dans les vagues. Louis connaissait ma phobie et n'a jamais insisté pour des excursions en bateau ou des vacances à la plage. Nous allions à la montagne, dans des villes historiques, parfois au bord des lacs, mais je restais toujours sur le rivage pendant qu'il nageait seul. Une fois, au début de notre mariage, il a essayé de m'apprendre à nager. « Béatrice », a-t-il dit, debout dans l'eau jusqu'à la taille et me tendant la main. « Je te tiens. Tu ne te noieras pas. Je te le promets. » J'ai fait quelques pas vers lui, sentant mon cœur battre à tout rompre. Et puis une vague est arrivée. Une petite, mais suffisante pour me faire paniquer, commencer à m'étouffer et finalement courir vers le rivage, tremblante et en larmes. Après cela, Louis ne m'a plus jamais proposé de m'apprendre à nager. Quand Pascal est né, j'avais même peur de lui donner le bain dans la petite baignoire. Louis se moquait de mes craintes, mais il était toujours là pour moi dans ces moments-là. Plus tard, quand mon fils a grandi, c'est son père qui lui a appris à nager. Je regardais depuis le rivage comment il s'amusait dans l'eau, comment Louis lui montrait patiemment comment bouger les bras et les jambes, et comment Pascal a progressivement commencé à nager tout seul. « Regarde, maman !» criait-il, heureux et fier. « Je nage !» Et je souriais et lui faisais un signe de la main, cachant ma peur derrière des lunettes de soleil sombre. Pascal a vite appris à nager et a toujours aimé l'eau depuis. Adolescent, il a même rejoint l'équipe de natation de l'école. Pas l'athlète le plus talentueux, mais assez bon pour concourir. Ma peur de l'eau est devenue une blague familiale. Maman entre même dans la baignoire avec prudence, se moquait Pascal. Et ils avaient raison. Je préférais vraiment les douches et j'essayais de ne pas remplir la baignoire plus d'un tiers. Et puis Louis est mort et ma vie a changé. Pendant les premiers mois, j'ai vécu dans un brouillard, accomplissant mécaniquement ma routine quotidienne, triant ses affaires, m'occupant des funérailles et des papiers. Pascal venait souvent à cette époque, m'aidant et me soutenant. Mais ensuite, ses visites sont devenues moins fréquentes, ses appels plus courts. Il avait sa propre vie. Je comprenais cela. Et pourtant, seule dans la grande maison, je me sentais vraiment seule. Un jour, environ 6 mois après la mort de Louis, j'étais assise dans un fauteuil près de la cheminée, regardant de vieilles photographies. Sur l'une d'elles, mon mari et moi étions à la plage avec le petit Pascal. Louis et notre fils étaient dans l'eau jusqu'aux genoux, riant et s'éclaboussant, tandis que j'étais assise sur le rivage sous un grand parasol, leur faisant un signe de la main. En regardant cette photo, j'ai soudain réalisé tout ce que j'avais manqué à cause de ma peur. Tant de moments joyeux avec ma famille. Tant d'expériences et d'aventures. Le lendemain, j'ai ouvert l'annuaire et trouvé le numéro de la piscine municipale. Je me suis inscrite à des cours particuliers pour débutants. Quand je suis arrivée pour ma première leçon, l'administratrice m'a regardée avec surprise. D'habitude, les gens de votre âge viennent pour l'aquagym. Je veux apprendre à nager, ai-je dit fermement. Depuis le début. Mon moniteur s'est avéré être un jeune homme nommé Tristan, grand, bronzé, avec un sourire ouvert et une patience infinie. Le premier jour, je ne suis même pas entrée dans l'eau. Je me suis juste assise sur le bord, les pieds dans la piscine, et je l'ai écouté. M'expliquer les techniques de respiration, comment le corps humain flotte naturellement, et les mouvements de base. Le deuxième jour, j'ai finalement décidé d'entrer dans l'eau, dans la partie peu profonde de la piscine, où l'eau m'arrivait à la poitrine. Tristan se tenait à côté de moi et me soutenait pendant que j'apprenais à respirer correctement, à mettre mon visage dans l'eau et à faire des mouvements simples avec mes bras. « L'eau est ton amie, Béatrice », répétait-il. « Elle te soutiendra si tu lui fais confiance. » Les progrès ont été lents. Mois après mois, je suis venue à la piscine, surmontant progressivement ma peur. D'abord, j'ai appris à flotter avec le soutien du moniteur, puis seule.
À la fin de la première année, je pouvais nager quelques mètres dans mon propre style maladroit, que Tristan appelait délicatement une brasse modifiée. Je n'ai parlé à personne de mes leçons, non pas parce que c'était un secret, mais parce que je n'avais personne à qui le dire. Pascal appelait rarement, et quand il le faisait, la conversation tournait toujours autour de ses problèmes au travail ou de son dernier échec dans sa vie personnelle. Si j'avais soudainement dit « Tu sais, mon fils, je sais nager maintenant », il m'aurait probablement regardé avec perplexité, ne comprenant pas pourquoi je parlais de telles futilités alors qu'il avait de sérieux problèmes. À la fin de ma deuxième année, je nageais avec confiance dans différents styles. La brasse, le crawl, même un peu de dos crawlé. Tristan était aussi fier de mes réalisations que moi. « Vous êtes mon élève la plus persévérante, Béatrice », a-t-il dit. La plupart des gens abandonnent après quelques leçons s'ils n'y arrivent pas tout de suite. La troisième année, j'ai même osé participer avec un groupe de nageurs seniors à une compétition de vétérans dans une ville voisine. Je n'ai pas gagné de prix, bien sûr, mais le simple fait d'avoir surmonté ma peur au point de concourir était une victoire personnelle pour moi. Ainsi, la proposition de Pascal de faire de la voile ne m'a pas rempli de la terreur que j'aurais ressentie auparavant. Mais j'ai décidé de ne pas lui parler de mes exploits en natation. Quelque chose me disait que cette information devait rester secrète. Appelez ça l'intuition maternelle ou juste la paranoïa d'une vieille femme, mais je sentais que Pascal cachait quelque chose et que son désir soudain de passer une journée avec moi sur l'eau n'était pas juste un cadeau d'anniversaire. Le matin de l'excursion était clair et chaud, un jour parfait pour une sortie en bateau. Je me suis réveillée tôt, avant 7 heures, et je suis restée longtemps au lit, fixant le plafond et pensant à la journée qui m'attendait. Je me sentais mal à l'aise, bien que je ne puisse pas dire exactement de quoi j'avais peur. Finalement, je me suis levée. J'ai pris une douche et je me suis soigneusement coiffée. J'ai choisi une robe bleu clair pour la sortie. Louis disait toujours qu'elle faisait ressortir la couleur de mes yeux, et des chaussures blanches confortables à talons bas. J'ai préparé un petit sac avec de la crème solaire, des lunettes de soleil, une bouteille d'eau, un livre, même si je doutais de le lire, et après un moment d'hésitation, un petit couteau de poche que mon père m'avait donné, au cas où, pensais-je, sans savoir quel pourrait être ce cas. Pascal devait arriver à 10 heures, mais j'étais prête dès 9 heures. J'ai préparé un petit déjeuner léger, une salade de fruits et des croissants frais de la boulangerie du coin, et j'ai mis la table sur la terrasse. Je voulais créer une atmosphère détendue, peut-être parler à mon fils avant le voyage. À 10 heures précises, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Pascal était ponctuel, ce qui était inhabituel. Il était généralement en retard d'au moins 15 minutes, souvent plus. Je suis sortie sur le porche pour l'accueillir. Pascal avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Il m'a maladroitement serré dans ses bras et m'a tendu une petite boîte cadeau. « Joyeux anniversaire, maman !» a-t-il dit avec un sourire forcé. À l'intérieur se trouvaient des boucles d'oreilles, en argent avec des pierres bleues qui ressemblaient à des gouttes d'eau. Pas du tout mon goût, mais j'ai apprécié le geste. « Merci, chérie. Elles sont magnifiques, ai-je dit, les mettant même si elles n'allaient pas avec le reste de mes bijoux. J'ai préparé le petit déjeuner, ai-je dit en montrant la table. Asseyons-nous un moment avant de partir. Mais Pascal a secoué la tête. Maman, nous devons partir pour être à l'heure au yacht. On mangera là-bas. Il y aura des rafraîchissements à bord. Ses mains tremblaient légèrement en prenant mon sac. Son visage était pâle et tendu. Tu vas bien, chérie ? Ai-je demandé, le regardant attentivement. Bien sûr, a-t-il souri avec raideur. Je suis juste un peu nerveux. Je veux que tout soit parfait. Avant de monter dans la voiture, je me suis retournée et j'ai regardé ma maison. Un sentiment étrange m'a envahi, comme si je la voyais pour la dernière fois, mais j'ai chassé cette pensée. Tu deviens une vieille femme soupçonneuse, Béatrice, me suis-je dit. Sur le chemin du port de plaisance de Deauville, Pascal était inhabituellement bavard, me parlant du yacht, de l'itinéraire et du temps magnifique qui nous attendait. Mais sa voix sonnait faux, comme s'il lisait un script préparé. Ses yeux passaient constamment de la route au rétroviseur, comme s'il vérifiait si quelqu'un nous suivait. Son téléphone a sonné 2 fois et les 2 fois, il a rejeté l'appel sans même regarder l'écran. Des appels importants ? Ai-je demandé après la 2e sonnerie. Non, juste des collègues, m'a-t-il répondu sèchement. Je suis tout à toi aujourd'hui, maman. Pas de travail. Le téléphone a sonné une 3e fois. Pascal a jeté un regard nerveux à l'écran et cette fois, a répondu, le mettant sur haut-parleur. Oui, j'écoute. Monsieur Dubois, dit une voix masculine basse et rauque.
Nous avions convenu que vous appelleriez ce matin. Mes hommes attendent. Je ne peux pas parler maintenant, a balbutié Pascal en me jetant un coup d'œil rapide. Je rappellerai dans 1 heure. Le temps presse, monsieur Dubois, a dit la voix menaçante. Un jour de plus, et... Pascal a rapidement raccroché. Qui était-ce, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Juste un client, a-t-il répondu sans me regarder. Pas content d'un remboursement d'assurance. Rien de grave. Je n'ai pas insisté, mais mon malaise a grandi. Quelque chose de grave se passait dans la vie de mon fils et c'était lié d'une manière ou d'une autre à notre sortie d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés au port de Plaisance en une 40aine de minutes. Pascal m'a aidé à sortir de la voiture et m'a pris le coude, un geste que je n'avais pas vu depuis son adolescence. Nous avons marché le long du quai en bois, passant devant des dizaines de bateaux de différentes tailles amarrés. Le voilà. Pascal a montré un yacht blanc immaculé de taille moyenne. La Dame de la Mer. Il est à nous pour la journée. Le yacht avait l'air cher et bien entretenu. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien coûtait la location, et j'ai de nouveau ressenti une pointe d'anxiété. Où Pascal avait-il trouvé l'argent pour un tel luxe alors qu'il m'avait récemment emprunté de l'argent pour réparer sa voiture? Mais je suis restée silencieuse, décidant d'observer et d'attendre. Quand nous sommes montés à bord, nous avons été accueillis par le capitaine, un homme d'âge mûr bronzé avec un sourire amical et des tatouages sur les bras. « Bienvenue à bord, madame », a-t-il dit en me serrant la main. « Je suis Rémi, votre capitaine pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire. » Merci, ai-je souri en retour, me sentant un peu plus en confiance avec une troisième personne présente. Nous partons dans 15 minutes, nous a informé Rémi. N'hésitez pas à faire le tour et à vous installer confortablement. Pascal a pris le capitaine à part et lui a parlé à voix basse. Je ne pouvais pas entendre leur conversation, mais j'ai vu Rémi hocher la tête et demander des éclaircissements. Puis Pascal est revenu vers moi avec un sourire forcé. « Viens, je vais te faire visiter le yacht », a-t-il proposé. Il m'a guidé à travers le navire, me montrant la cabine, la petite mais élégante cuisine, et le pont spacieux avec des chaises longues confortables. Tout semblait sortir d'un film sur les riches et célèbres. « Ça te plaît ?» a-t-il demandé, observant ma réaction. « Beaucoup », ai-je répondu honnêtement. « Mais Pascal, ça doit coûter une fortune. »« Ne t'inquiète pas pour ça », a-t-il balayé d'un geste. « Je voulais que cette journée soit spéciale. » Le yacht a largué les amarres à 10h30 précises. Je me tenais sur le pont, m'accrochant à la rambarde, regardant le rivage s'éloigner progressivement. Un sentiment étrange, un mélange d'excitation et d'anxiété, m'a envahi. Je n'avais jamais été aussi loin de la terre, à l'exception de la croisière que Louis et moi avions faite pour notre 25e anniversaire de mariage. Mais c'était sur un immense paquebot, et c'était complètement différent. « Comment vas-tu » Pascal s'est approché de moi, me tendant une coupe de champagne. « Bien », ai-je dit en prenant la coupe. « C'est impressionnant. » Nous avons trinqué et j'ai pris une gorgée. Le champagne était excellent, sec avec de légères notes fruitées. « À ton anniversaire, maman », a dit Pascal, et à un nouveau départ pour nous deux. Je l'ai regardé de plus près. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, une détermination que je ne comprenais pas. « Que veux-tu dire » ai-je demandé. Il a hésité une seconde. « C'est juste que, nous n'avons pas été très proches ces dernières années. Je veux changer ça. » Cela semblait sincère, mais pour une raison quelconque, ça ne m'a pas convaincue. Toute ma vie, j'avais été une auditrice attentive, une qualité nécessaire pour une mère et une épouse. Et maintenant, j'entendais la fausseté dans sa voix. Les premières heures de la promenade se sont déroulées dans un calme relatif. Le temps était parfait. Ciel clair, une légère brise, aucun signe de tempête. Nous nous sommes assis sur le pont, parlant de choses insignifiantes. Le temps, mes voisins, les derniers films que nous avions vus. Pascal essayait d'être attentif, mais je pouvais voir que ses pensées étaient ailleurs. Il regardait sans cesse sa montre comme s'il attendait une heure précise et vérifiait constamment son téléphone, même si le signal était faible en mer. Rémi nous a offert un déjeuner léger de fruits de mer, de salade, de pain frais et de vin blanc. Tout était délicieux, mais je pouvais à peine en sentir le goût. J'étais trop anxieuse. Quelque chose me disait que ce voyage ne se terminerait pas aussi paisiblement qu'il avait commencé. Vers 14 heures, le capitaine a annoncé que nous avions atteint le point le plus éloigné de notre itinéraire et que nous allions maintenant retourner progressivement vers la côte.
J'ai remarqué que Pascal se tendait à ces mots. Rémi, a-t-il dit. Je pensais que nous allions rester au large encore quelques heures. Le soleil est à son zénith. C'est le moment idéal pour nager. Bien sûr, monsieur Dubois, a répondu le capitaine avec une légère surprise. Comme vous le souhaitez. J'ai observé cet échange avec une inquiétude croissante. Pascal n'avait jamais été friand de la navigation en haute mer. Enfant et adolescent, il préférait les piscines, un environnement contrôlé sans courant ni surprise. Qu'est-ce qui l'avait soudainement poussé à vouloir prolonger notre séjour au large? Pascal, ai-je décidé d'être direct? Qu'est-ce qui se passe? As-tu des ennuis? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il s'est tendu. Les appels que tu ignores, l'argent que tu empruntes, et maintenant ce yacht coûteux. Ça ne te ressemble pas. Maman, s'il te plaît. Il a soupiré avec irritation. Ne gâche pas le moment. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour toi. J'ai décidé de ne pas insister, du moins pas pour le moment. C'était une belle journée. La mer était calme et le yacht se balançait doucement sur les vagues. Peut-être que j'avais vraiment tout imaginé. Peut-être que mon fils avait simplement décidé de réparer notre relation et que je gâchais tout avec mes soupçons. Je me suis adossée sur la douce chaise longue et j'ai fermé les yeux, tournant mon visage vers le soleil. Le bruit des vagues clapotant contre la coque du yacht et le vent bruissant dans le gréement étaient si apaisants. Pendant un moment, je me suis permis d'oublier mes soucis et de simplement profiter de l'instant. Pascal était assis à côté de moi, feuilletant un magazine, mais je pouvais voir qu'il ne lisait pas. Son regard ne se déplaçait pas sur la page, mais était fixé quelque part au loin. Une fois, il n'a même pas remarqué qu'il avait tourné la page à l'envers. « À quoi penses-tu » ai-je demandé. Il a sursauté comme si je l'avais sorti d'une profonde réflexion. « Rien de particulier » a-t-il répondu rapidement. « Juste le travail. »« Tu ne parles jamais de ton travail » ai-je remarqué. « Que fais-tu exactement dans une compagnie d'assurance ?» J'évalue les risques, a-t-il haussé les épaules. C'est ennuyeux, vraiment. Beaucoup de paperasse, beaucoup de chiffres. Est-ce que tu es bien payé? Il m'a jeté un regard rapide. Assez. Pourquoi? Je suis juste curieuse de savoir comment tu peux te permettre de louer un yacht comme celui-ci alors que tu m'as récemment emprunté de l'argent pour réparer ta voiture. Pascal a froncé les sourcils. Maman, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour ça. J'ai fait un prêt pour organiser cette journée. Un prêt. Je n'ai pas caché mon scepticisme. Pour une seule journée sur un yacht. Oui. Il a détourné le regard. Je voulais que tout soit parfait. Je savais qu'il mentait, mais j'ai décidé de ne pas insister. Quelque chose me disait que ce n'était pas le moment de la confrontation. Au lieu de cela, j'ai changé de sujet. Parle-moi du capitaine. Comment l'as-tu trouvé? Par une agence, a répondu Pascal, clairement satisfait du changement de sujet. Ils l'ont recommandé comme un marin expérimenté. Il a l'air sympa. Oui, c'est vrai. Pascal a jeté un coup d'œil vers la cabine où se trouvait Rémi. Tu veux encore du champagne? J'ai secoué la tête. Non, merci. Je ne veux pas être ivre sur l'eau. Nous avons passé une autre heure à discuter de choses et d'autres. Pascal s'est progressivement détendu. Et j'ai commencé à espérer que mes craintes étaient infondées. Peut-être voulait-il vraiment me faire plaisir pour mon anniversaire. Peut-être que ses appels étranges et sa nervosité n'avaient rien à voir avec notre sortie. Mais alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon et que la côte était depuis longtemps hors de vue, le téléphone de Pascal a de nouveau sonné. Cette fois, il ne l'a pas ignoré, mais s'est écarté pour répondre. Je ne pouvais pas entendre la conversation. Mais je pouvais voir son dos se tendre et sa main passer nerveusement dans ses cheveux. Quand il est revenu, son visage était pâle, et ses yeux avaient un regard que je n'avais jamais vu chez mon fils auparavant. Un mélange de désespoir et de détermination qui m'effrayait plus que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Quand il est revenu de son appel téléphonique, Pascal n'avait pas seulement l'air inquiet, il était effrayé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'asseyait à côté de moi sur le pont, ses yeux scrutant l'horizon avec agitation. Comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Est-ce que tout va bien » ai-je demandé. « Oui, juste un problème de travail » a-t-il dit, évitant mon regard. Je savais qu'il mentait. En 67 ans, j'avais appris à reconnaître quand les gens n'étaient pas sincères, surtout s'il s'agissait de mon propre fils. Pascal n'avait jamais été doué pour cacher ses émotions, même enfant,
quand il essayait de mentir à propos d'un vase cassé ou de devoirs non faits. Ses yeux fuyants et son habitude de jouer avec le col de sa chemise le trahissaient. Maintenant, il faisait la même chose, ses doigts tirant nerveusement sur le col de son polo, ses yeux balayant le pont, évitant les miens. Le soleil se couchait, peignant le ciel et l'eau de teintes oranges et violettes. La côte avait depuis longtemps disparu de la vue. Nous étions seuls au milieu de l'océan. Juste le yacht, le capitaine Rémy, mon fils et moi. Dans une autre situation, j'aurais qualifié ce moment de magnifique. Un coucher de soleil parfait, une légère brise, le doux balancement du bateau sur les vagues. Mais maintenant, la beauté de la nature ne faisait que souligner l'anxiété qui m'avait saisie depuis le début de cet étrange voyage. « Pascal, ai-je décidé d'être direct? Quoi qu'il arrive, je peux t'aider. Je suis ta mère. » Quelque chose a changé dans son expression, comme si un masque était tombé, révélant le désespoir et la colère. « Aider » a-t-il ricané. « Oui, je pense que tu peux m'aider, maman. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Assez d'argent que tu gardes pour toi au lieu d'aider ton propre fils. » J'ai reculé, surprise par son hostilité soudaine. « Je t'ai donné de l'argent quand tu en as demandé, lui ai-je rappelé. Si tu en as besoin de plus, dis-moi juste pourquoi. » Pourquoi, a-t-il ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Quelle importance? N'est-ce pas suffisant que je sois ton fils? Pascal, qu'est-ce qui se passe? Tu as des dettes? Des ennuis? Il n'a pas répondu, me fixant simplement avec une expression que je ne pouvais pas lire. J'ai vu une lutte dans ses yeux, comme si quelque chose d'humain en lui résistait encore à l'obscurité qui l'avait envahi. Notre conversation a été interrompue par le capitaine Rémy, qui est apparu sur le pont. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, regardant de moi à Pascal. « Oui, tout va bien », a répondu rapidement mon fils, forçant un sourire. « Nous discutons juste d'affaires de famille. » « Nous commencerons à rentrer vers la côte dans 30 minutes, a annoncé le capitaine. « Le temps pourrait se gâter ce soir. »« Merci, Rémy. » J'ai souri avec reconnaissance, ressentant un étrange sentiment de soulagement que notre temps en haute mer touche à sa fin. Quand le capitaine est parti, Pascal s'est tourné vers moi. Son visage était distant, comme s'il avait pris une décision difficile. « Maman, a-t-il dit doucement, j'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent, tout de suite. »« Combien ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. « 50 000 euros. » Je n'ai pas pu cacher ma surprise. « 50 000 ? Pascal, qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? » « Peu importe, a-t-il dit, détournant le regard. « Dis-moi juste, peux-tu me donner cet argent aujourd'hui? » « Aujourd'hui? Non, bien sûr que non. » J'ai secoué la tête. Même si j'avais cette somme en liquide, nous sommes au milieu de l'océan en ce moment. Mais Pascal, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent si urgemment? Il a passé la main dans ses cheveux, un geste de désespoir que je connaissais depuis son enfance. Je dois de l'argent à certaines personnes. Ce ne sont pas le genre à attendre. J'avais jusqu'à ce soir. Tu veux dire des criminels? J'ai senti mon cœur se serrer de peur. Pascal, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? On aurait pu appeler la police. La police. Il a souri avec amertume. Maman, tu vis dans ton propre monde. Ces gens, ils ont des relations partout, et si je ne les rembourse pas aujourd'hui, Il n'a pas fini sa phrase, mais je n'avais pas besoin qu'il explique. J'avais vu assez de films et lu assez de faits divers pour comprendre ce qui se passait. C'est à cause du jeu, ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête sans me regarder. Je pensais que je pouvais me refaire. On pense toujours ça. Un pari de plus et tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Mais c'est un piège. Pascal, j'ai pris sa main. Nous allons surmonter ça ensemble. Je vais t'aider. Quand nous serons de retour à terre, je contacterai la banque. Nous vendrons certains de mes placements. Il n'y a pas le temps. Il a retiré sa main brusquement. Ils m'attendent aujourd'hui. Ce soir, ou... À ce moment, son téléphone a de nouveau sonné. Il a regardé l'écran et est devenu encore plus pâle. « Je dois prendre cet appel », a-t-il dit, et s'est écarté. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais voir Pascal s'affaisser de plus en plus à chaque seconde qui passait, comme écrasé par un fardeau invisible. Quand il a terminé l'appel et est revenu vers moi, son visage était celui d'un homme acculé. « Maman », a-t-il dit,
presque dans un murmure. Ils n'attendront pas. Ils ont dit soit l'argent aujourd'hui, soit quoi, Pascal? Soit ils s'en prendront à ce qui m'est cher, sa voix tremblait. Ils savent où tu habites. Ils savent tout de toi. Un frisson a parcouru mon échine. Je n'ai pas tout de suite compris où ils voulaient en venir. Tu veux dire qu'ils me menacent? C'est pour ça que tu as organisé cette promenade, pour me protéger? Quelque chose a brillé dans ses yeux. La honte. Le remords, mais ça a vite disparu. Oui, c'est ça. Il a hoché la tête sans me regarder. Je voulais que tu sois en sécurité pendant que je réglais les choses. Mais je ne l'ai pas cru. Quelque chose dans sa voix, la façon dont il évitait mon regard, m'a fait douter de lui. S'il voulait me protéger, pourquoi ne m'a-t-il pas tout dit tout de suite? Pourquoi n'a-t-il pas appelé la police? Et surtout, pourquoi a-t-il choisi un yacht en pleine mer, connaissant ma peur de l'eau? Pascal. Je l'ai regardé attentivement. Tu me dis la vérité? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Que veux-tu dire? Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici? Qu'est-ce que tu prépares? Il s'est détourné, regardant l'océan. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Si, tu comprends, j'ai fait un pas vers lui. Tu dois de l'argent à des gens dangereux. Ils le veulent aujourd'hui. Tu ne l'as pas, mais j'ai une fortune. Et si quelque chose m'arrivait, tu es mon seul héritier. Pascal s'est tourné brusquement vers moi. Les yeux remplis d'horreur. Maman, tu as perdu la tête? Tu penses que je suis capable de ça? Que je pourrais? Je ne sais pas de quoi tu es capable, ai-je répondu doucement. Je ne te reconnais plus, Pascal. Il m'a fixé pendant quelques secondes, puis son visage a changé. Le masque est tombé et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Froid, calculateur, acculé. Tu as toujours été trop perspicace, maman, a-t-il dit avec un sourire amer. J'ai hérité de ton esprit d'analyse. Dommage que je n'ai pas eu ta prudence financière. Pascal, j'ai reculé d'un pas, sentant la peur me paralyser. Quel que soit ton plan, nous pouvons trouver une autre solution. Je t'aiderai avec tes dettes. C'est trop tard. Il a secoué la tête. Je leur ai donné ma parole. Si je ne leur apporte pas l'argent ce soir, ils me tueront. Mais si quelque chose t'arrive, je toucherai ton héritage. L'assurance, la maison, les placements. C'est assez pour rembourser les dettes et commencer une nouvelle vie. Pascal, mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. Tu ne vas pas. Tu ne peux pas. Je ne voulais pas ça. Des larmes brillaient dans ses yeux. Vraiment pas. Mais je n'ai pas le choix. Ils me tueront si je ne rembourse pas la dette. Il y a d'autres moyens. J'ai essayé de parler calmement, bien qu'à l'intérieur je tremblais de peur. Nous pouvons aller à la police, à la gendarmerie. Il y a des programmes de protection des témoins. Il n'y a pas le temps, a-t-il presque crié. Tu ne comprends pas à qui j'ai affaire. Ces gens, ils ne plaisantent pas. Ils m'ont déjà montré ce qui arrive à ceux qui ne paient pas. J'ai eu la nausée en réalisant que mon propre fils, que j'avais élevé et aimé de tout mon cœur, considérait maintenant ma mort comme la solution à ses problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé, essayant de gagner du temps. Le capitaine Rémy, est-il au courant de ton plan? Rémy ne sait rien. Pascal a jeté un coup d'œil vers la timonerie. Il pense que nous profitons juste d'une croisière tranquille. Mais il fera bientôt nuit, et... Il n'a pas fini sa phrase, mais je n'avais pas besoin qu'il explique. Le plan était simple. Me pousser par-dessus bord après la tombée de la nuit, quand personne ne verrait. Je ne savais pas nager, du moins c'est ce qu'il pensait. La terre la plus proche était à des dizaines de kilomètres, et les requins étaient courants dans ses eaux. L'accident parfait. Une femme âgée en deuil, récemment veuve, tombe accidentellement par-dessus bord en naviguant. Pascal, j'ai tenté une dernière fois de le raisonner. Pense à ce que tu fais. Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie. Pendant un instant, quelque chose a brillé dans ses yeux. Du remords? Du doute? Mais ça a vite disparu. Je suis désolé, maman, a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas seulement à cause de la dette. Tu m'as toujours contrôlé. Tu as toujours pensé que tu savais mieux que moi. Même maintenant, alors que je suis un homme adulte, tu me traites comme un enfant. Ce n'est pas vrai. J'ai secoué la tête. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non. Sa voix s'est durcie.
Tu voulais que je vive comme tu pensais que c'était bien. Tu n'as jamais accepté mes décisions, mes choix. Tu me critiquais toujours, toujours insatisfaite. Je voulais argumenter, dire que ce n'était pas juste, que je l'avais toujours soutenu, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Peut-être avait-il raison sur certains points. Peut-être étais-je vraiment trop exigeante, trop contrôlante. Mais était-ce une raison pour ce qu'il s'apprêtait à faire? Pendant que j'essayais de trouver les mots, Pascal m'a soudainement saisi par les épaules et m'a poussé vers le bastingage du yacht. J'ai perdu l'équilibre et me suis agrippée à la rambarde. « Pascal, qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » a-t-il dit, et il y avait quelque chose de terrifiant, d'inhumain dans ses yeux. « Dis bonjour au requin, maman. » Et il m'a poussé par-dessus bord. La chute a été instantanée. En une seconde, j'étais dans l'eau. Le choc froid, puis la panique alors que je coulais. Instinctivement, j'ai commencé à battre des bras et des jambes, comme Tristan me l'avait appris. « L'eau est ton amie », ai-je répété ces mots dans ma tête. « Elle te soutiendra si tu lui fais confiance. » J'ai refait surface, cherchant mon souffle, et j'ai vu le yacht qui s'éloignait déjà. Pascal était debout sur le côté, me regardant. Un instant, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour et me sauver. Peut-être que ce n'était qu'une impulsion, un moment d'égarement. Mais non, le yacht continuait de s'éloigner, devenant de plus en plus petit sur le soleil couchant. J'étais seule au milieu de l'océan. Ma première réaction a été la panique, une peur animale incontrôlable de la mort. J'ai commencé à crier à l'aide, même si la partie rationnelle de moi savait que c'était inutile. Personne ne m'entendrait en pleine mer. Personne ne viendrait à mon secours. Puis est venue la prise de conscience de la trahison. Mon fils, ma chair et mon sang, l'homme que j'avais élevé, que j'aimais plus que la vie elle-même, venait d'essayer de me tuer. La pensée était si monstrueuse, si incroyable que mon esprit refusait de l'accepter. Peut-être que je me trompais. Peut-être que c'était un accident et que Pascal reviendrait me chercher. Mais le yacht a continué de s'éloigner jusqu'à n'être qu'un point minuscule à l'horizon, puis il a complètement disparu. J'étais seule avec la certitude que mon propre fils m'avait laissée pour morte. Étrangement, après la vague de panique initiale, un calme inattendu m'a envahi. Quelque chose en moi, peut-être le même instinct de survie qui m'avait poussé à apprendre à nager à 62 ans, est passé en mode survie. « Pense, Béatrice, me suis-je dit. Tu sais nager. Tu es en bonne forme pour ton âge. Tu as une chance. » Je me suis mise sur le dos pour économiser mon énergie, comme Tristan me l'avait appris. Allongée sur le dos, fixant le ciel qui s'assombrissait progressivement, j'ai essayé d'évaluer ma position. Le soleil se couchait à ma droite, ce qui signifiait que l'ouest était là. La côte devait être à l'est, de l'autre côté. Mais je savais que nager jusqu'à la côte était impossible. C'était trop loin. Mon seul espoir était qu'un navire de passage me repère, mais les chances étaient minces. Je n'étais qu'un minuscule point dans le vaste océan. Si seulement. Je me suis souvenu des boucles d'oreilles que Pascal m'avait offertes. Celles en argent avec des pierres bleues. Elles étaient encore à mes oreilles. Peut-être que si la lumière du soleil ou plus tard celle de la lune se reflétait sur le métal, cela attirait l'attention. C'était un faible espoir, mais mieux que rien. J'ai décidé de rester à flot le plus longtemps possible, en conservant mes forces et en espérant un miracle. Le temps passait. Le soleil s'est couché et la nuit est tombée. L'eau semblait plus chaude que l'air, mais je commençais quand même à avoir froid. Mes muscles me faisaient mal à cause de la tension constante. J'ai essayé de rester à flot, changeant périodiquement de position. Sur le dos, puis en brasse, puis simplement à la verticale, bougeant mes bras et mes jambes le moins possible pour rester à la surface. Les étoiles au-dessus de ma tête étaient brillantes et infinies. Un spectacle magnifique si ce n'était des circonstances. La lune illuminait l'eau, créant un chemin de lumière qui semblait ne mener nulle part. J'ai pensé à Louis, à notre vie ensemble, à la façon dont nous rêvions de vieillir, entourés de petits-enfants. J'ai pensé à Pascal, à ce qu'il était enfant, souriant et ouvert, aimant et doux. Quand tout a-t-il changé? Que avais-je fait de mal en tant que mère pour que mon fils devienne capable d'une telle chose? Les heures passaient et j'étais toujours en vie, toujours à flot. L'épuisement me submergeait par vagues, et parfois je m'endormais presque, ce qui était dangereux. J'aurais pu me noyer. Je me pinçais les bras, chantais de vieilles chansons à voix haute, résolvais des problèmes de mathématiques dans ma tête, n'importe quoi pour rester consciente. Plusieurs fois, j'ai cru voir des lumières au loin, mais elles disparaissaient et je réalisais que c'était soit une hallucination,
soit une étoile se reflétant dans l'eau. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être 3 heures, peut-être 5, quand j'ai remarqué une lumière à l'horizon. Au début, j'ai pensé que c'était une autre illusion d'optique, mais la lumière est devenue plus brillante et plus proche. C'était un navire, un vrai navire, qui se dirigeait dans ma direction. J'ai commencé à crier et à agiter les bras, même si je savais que les chances d'être vu étaient minces. Le navire était encore loin, et je n'étais qu'un minuscule point dans l'océan. Mais la lumière se rapprochait. C'était un paquebot de croisière, immense, à plusieurs ponts, illuminé comme une ville flottante. Il ne se dirigeait pas droit sur moi, mais il était assez proche pour que quelqu'un puisse me voir dans l'eau. J'ai crié jusqu'à en être aphone, j'ai agité les bras et j'ai essayé de nager vers le navire. Et par miracle, et je crois vraiment que c'était un miracle, quelqu'un sur le pont inférieur a remarqué un mouvement dans l'eau. Le paquebot a ralenti, puis s'est arrêté. Un canot de sauvetage a été mis à l'eau. J'ai vu un faisceau de projecteurs balayer l'eau, me cherchant. « Ici !» ai-je crié, rassemblant mes dernières forces. « Je suis là !» Le faisceau de lumière est tombé sur moi, et j'ai entendu des cris en plusieurs langues. Le canot s'est dirigé vers moi. Quelques minutes plus tard, bien que cela ait semblé une éternité, des bras forts m'ont sorti de l'eau. « Madame, vous allez bien ?» a demandé un jeune homme en uniforme de la compagnie de croisière. « Que faisiez-vous dans l'océan au milieu de la nuit ?»« Mon fils, ai-je commencé, mais ma gorge était serrée par les sanglots que j'avais retenus pendant des heures. Mon fils m'a poussé du yacht. Je ne suis pas sûre qu'il m'ait comprise à ce moment-là. J'étais trop épuisée, trop secouée par ce qui s'était passé. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir été hissée sur le navire, un médecin m'examinant, quelqu'un m'enveloppant dans des couvertures chaudes et me donnant du thé chaud. Plus tard, quand je me suis un peu calmée, le commandant du navire est venu me voir. Un homme âgé avec une barbe grise et des yeux bienveillants. « Madame, a-t-il dit, s'asseyant à côté de mon lit de camp à l'infirmerie. Je dois vous poser quelques questions. Les gens disent que vous affirmez que votre fils vous a délibérément poussé du bateau? Est-ce vrai? » J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter à nouveau à mes yeux. « Oui, il a des dettes. Des dettes de jeu. Il a décidé que si je disparaissais, il toucherait mon héritage et pourrait les rembourser. » Le commandant avait l'air choqué. « C'est terrible. Nous devons immédiatement le signaler à la police. » Non, j'ai secoué la tête. Pas encore. Mais madame, c'est une tentative de meurtre. Je sais. J'ai serré sa main. Et croyez-moi, mon fils paiera pour ça. Mais d'abord, je veux rentrer chez moi. Je veux gérer ça à ma façon. Le commandant a hésité, désapprouvant clairement ma décision, mais a finalement accepté. Comme vous le souhaitez. Mais je dois insister pour que vous fassiez au moins une déclaration, que nous conserverons dans nos dossiers au cas où vous décideriez de contacter la police plus tard. D'accord. J'ai passé les heures suivantes à raconter à l'officier de sécurité du navire toute l'histoire des dettes de Pascal, la promenade étrange, sa confession, et finalement comment il m'a poussé dans l'eau. « Vous avez de la chance de savoir nager », a remarqué l'officier en prenant ma déposition. « Oui, ai-je souri faiblement. Heureusement que mon fils ne le savait pas. » Le paquebot de croisière se dirigeait vers un port à environ 2 heures de l'endroit où j'avais été secouru. Le commandant a proposé de me déposer là-bas et de m'aider à contacter les autorités, mais j'ai refusé. Je voulais rentrer chez moi, dans ma maison du Vésinet, où je me sentais en sécurité, où je pourrais réfléchir calmement à ce qu'il fallait faire ensuite. La compagnie de croisière a été très aimable. Ils m'ont fourni une cabine, des vêtements propres, bien qu'un peu trop grands pour moi, de la nourriture et des boissons. Ils ont également proposé de payer mon billet d'avion pour rentrer chez moi depuis le prochain port d'escale. J'ai accepté leur aide avec gratitude, mais à l'intérieur, j'étais déterminée. Je savais ce que je devais faire. Pascal pensait s'être débarrassé de moi, qu'il allait maintenant toucher tout mon argent et pouvoir rembourser ses dettes. Il ne s'attendait pas à ce que je survive. Il ne s'attendait pas à ce que je revienne, mais je reviendrai. Et quand je le ferai, j'aurai quelque chose pour lui. Allongé dans la cabine chaude et confortable du paquebot, je regardais les étoiles par le hublot et je pensais à la tournure étrange que ma vie avait prise. À 67 ans, j'avais survécu à la trahison de la personne la plus proche de moi. J'avais passé des heures en pleine mer à me battre pour ma vie. Et maintenant, je planifiais quoi? Une vengeance? La justice? Je ne savais pas comment appeler ce que j'allais faire. Je savais seulement que je ne pouvais pas laisser Pascal s'en tirer comme ça. Pas pour moi, pour lui.
Parce qu'un homme capable d'une telle chose avait perdu non seulement sa conscience, mais aussi son âme. Et peut-être que ce n'est qu'en faisant face aux conséquences de ses actes qu'il pourrait retrouver le chemin du garçon que j'ai autrefois aimé de tout mon cœur. Avec ces pensées, je me suis endormie, me sentant en sécurité pour la première fois depuis de nombreuses heures. Demain serait un nouveau jour. Demain, je commencerai mon voyage de retour, et quand j'arriverai, une surprise attendra Pascal. Le voyage de retour a été long et épuisant. La compagnie de croisière m'a déposé au port le plus proche, m'a aidé avec mes papiers, les miens, bien sûr, était resté sur le yacht avec mon sac et m'a acheté un billet d'avion pour rentrer. Pendant tout le trajet, j'avais l'impression d'être dans un brouillard, physiquement épuisé, émotionnellement vidé, mais avec une compréhension limpide de ce que je devais faire. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison au Vésinet, il commençait déjà à faire nuit. J'ai regardé la maison familière à 2 étages avec sa clôture blanche et ses pommiers dans le jardin, et un sentiment étrange m'a envahi, comme si j'étais revenu dans une réalité différente où tout semblait familier mais était complètement différent. Après avoir payé le chauffeur de taxi, la compagnie de croisière m'avait donné de l'argent liquide, j'ai lentement monté les marches du porche. La clé de secours était toujours gardée sous une pierre à côté des nains de jardin. Une petite astuce que seul Louis, Pascal et moi connaissions. Je me demande si mon fils a pensé à cette clé quand il a planifié mon meurtre. Il avait probablement l'intention de revenir ici après que ma mort tragique ait été officiellement annoncée et d'entrer tranquillement dans la maison qui était maintenant sa propriété. À l'intérieur, tout était intact. Les mêmes photos sur les murs, les mêmes livres sur les étagères, le même léger parfum de lavande que j'ajoutais toujours au désodorisant. Étrange. Mais je m'attendais à ce que la maison reflète la tragédie qui s'était produite, qu'elle montre que sa propriétaire avait failli mourir des mains de son propre fils. Mais non, tout était comme avant. J'ai pris une douche chaude, j'ai enfilé mes vêtements et je me suis préparé une tasse de thé fort. Assise à la table de la cuisine, j'ai essayé de reconstituer toutes les choses étranges que Pascal avait faites au cours des derniers mois, des choses que j'avais remarquées, mais que j'avais choisi d'ignorer ou d'excuser. D'abord, les appels téléphoniques. En y repensant, je me suis souvenu de plusieurs occasions où Pascal avait reçu des appels en me rendant visite, et sa réaction était toujours la même. Tension, un coup d'œil rapide à l'écran, parfois il rejetait l'appel, parfois une courte conversation à voix basse, après laquelle il devenait distrait et nerveux. Une fois, environ 2 mois avant l'incident sur le yacht, j'ai accidentellement entendu une partie d'une telle conversation. Pascal pensait que j'étais dans le jardin, mais je suis rentré dans la maison pour prendre un sécateur et je l'ai entendu dire. Je sais que je dois le faire. Non, je ne peux pas maintenant. Donnez-moi une autre semaine. Je trouverai l'argent. S'il vous plaît, pas de menaces. Quand je suis entré dans la pièce, il a brusquement mis fin à la conversation et a fait comme si de rien n'était. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet à ce moment-là. J'ai décidé que c'était un problème de travail. Peut-être un client difficile ou un patron mécontent. Puis il y a eu ces étranges visiteurs. 2 hommes dans une voiture de luxe qui sont venus chez moi il y a environ 1 mois. Ils ont demandé Pascal et quand j'ai dit qu'il ne vivait pas là, l'un d'eux, un homme grand au regard lourd et avec une cicatrice sur le sourcil, a dit quelque chose comme « Dites-lui que son temps est compté ». À l'époque, j'ai pensé que c'était des collègues, peut-être préoccupés par une échéance. Maintenant, tout cela semblait sinistre. Et bien sûr, il y avait ces demandes d'argent. D'abord 2 000 € pour des réparations de voiture, puis 5 000 € en attendant sa paie. Je lui ai donné l'argent sans poser de questions. C'est mon fils, après tout. Mais quand on met tout cela ensemble, les appels nerveux, les visiteurs étranges, les difficultés financières soudaines, le tableau est devenu clair. Pascal avait des dettes, très probablement à cause du jeu. Je ne savais pas que mon fils jouait. Il n'avait jamais montré d'intérêt pour le jeu quand il était plus jeune, mais apparemment, beaucoup de choses avaient changé depuis qu'il avait grandi et s'était éloigné de moi. Peut-être que ça a commencé comme un amusement innocent, du poker avec des amis le week-end, des paris sur des matchs de sport, puis ça a dégénéré, comme c'est souvent le cas. Je l'imaginais perdre de plus en plus, emprunter de l'argent à des personnages de plus en plus louches, ses dettes augmentant et les menaces devenant plus sérieuses. Il devait être désespéré pour en arriver là, pour tuer sa propre mère pour son héritage. La pensée était encore insupportable. J'aimais mon fils, malgré notre relation compliquée. J'aimais ce petit garçon à qui je lisais des histoires avant de dormir, à qui j'apprenais à faire du vélo, que je réconfortais quand il avait le cœur brisé. Comment ce garçon avait-il pu se transformer en un homme capable de pousser sa propre mère dans l'océan et de la laisser pour morte? Mais je ne pouvais pas me permettre de m'attarder sur ces pensées douloureuses.
J'avais une tâche à accomplir qui exigeait un esprit clair et une ferme résolution. Après avoir fini mon thé, je suis montée dans ma chambre. Dans le coin de la pièce se trouvait un vieux coffre-fort caché derrière une peinture d'un paysage marin, une ironie que je n'appréciais que maintenant. Louis y gardait toujours des documents importants, de l'argent liquide et son pistolet. Louis l'avait acheté il y a de nombreuses années, lors d'une vague de cambriolage dans notre quartier. Il m'avait appris à tirer au cas où, disait-il, bien que je ne me sois jamais senti à l'aise avec une arme entre les mains. Après sa mort, j'ai pensé à me débarrasser de l'arme, mais je ne l'ai jamais fait. Maintenant, j'étais contente de l'avoir. J'ai ouvert le coffre-fort, j'ai entré le code qui n'avait pas changé depuis 20 ans, et j'ai sorti le pistolet, noir, lourd, sinistre dans sa simplicité. À côté se trouvait une boîte de munitions. J'ai chargé l'arme, comme Louis me l'avait appris, et je l'ai mise dans mon sac. Puis j'ai pris le double des clés de l'appartement de Pascal. Mon fils me l'avait donné il y a plusieurs années quand il a emménagé dans son logement actuel, au cas où je voudrais arroser ses fleurs quand il était absent, ou s'il lui arrivait quelque chose et que je devais entrer. Je n'avais jamais utilisé la clé à son insu. Je respectais sa vie privée, mais maintenant tout avait changé. J'ai appelé un taxi et je me suis rendue chez Pascal. Il vivait dans un immeuble moderne à environ 20 minutes de route de chez moi. En chemin, je pensais à ce que je lui dirais à son retour, à ce que je ressentirais en regardant dans les yeux de l'homme qui avait essayé de me tuer. Serais-je vraiment capable de pointer une arme sur lui si nécessaire? Je ne connaissais pas les réponses à ces questions. Tout ce que je savais, c'est que je devais le rencontrer face à face et lui faire réaliser ce qu'il avait fait. Et puis, advienne que pourra. L'immeuble de Pascal était calme à 7 heures de la soirée. Je suis entrée sans encombre dans le hall. Le gardien somnolait derrière son bureau et ne m'a même pas remarqué. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage et je me suis approchée de la porte portant le numéro 612. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient légèrement en insérant la clé dans la serrure, mais j'étais déterminée. L'appartement de Pascal était vide, comme je m'y attendais. Il était probablement encore en train de travailler sur son alibi, peut-être en dînant dans un restaurant où on pourrait se souvenir de lui, ou avec des amis qui pourraient confirmer qu'il avait été avec eux toute la journée. Que dirait-il quand ma disparition serait signalée? Jouerait-il le rôle du fils éploré? Participerait-il aux recherches? Verserait-il des larmes de crocodile pour les caméras? J'ai allumé la lumière et j'ai regardé autour de moi. L'appartement de Pascal était un logement de célibataire typique, des meubles minimalistes, une grande télévision, quelques trophées sportifs sur les étagères, un rappel de ses exploits de natation au lycée et quelques photographies. L'une d'elles était une photo de famille prise quand Pascal avait environ 10 ans. Louis et moi le serrons dans nos bras, tous souriants. Une famille. Heureuse. Ça faisait mal de voir ce rappel de la proximité que nous avions autrefois. Mais je n'étais pas venue ici pour me remémorer le passé. J'avais un objectif. J'ai commencé à fouiller méthodiquement l'appartement à la recherche de preuves de sa dépendance au jeu et de ses dettes. Dans un tiroir du salon, j'ai trouvé le premier indice. Plusieurs reçus de prêteurs sur gage. Pascal avait mis en gage sa montre, sa collection de disques vinyles, même l'appareil photo coûteux que je lui avais offert pour son 35e anniversaire. À côté se trouvaient des relevés de casino en ligne montrant des pertes importantes. Mais la découverte la plus importante m'attendait dans la chambre. Dans l'armoire, sous une pile de pulls, j'ai trouvé un dossier de documents. À l'intérieur se trouvaient des reconnaissances de dettes pour de grosses sommes d'argent signées par Pascal, et plus précieux encore, les coordonnées du prêteur. Le nom Victor Solano, et un numéro de téléphone. Je me suis assise sur le bord du lit, fixant les papiers. Les montants étaient choquants, plus de 50 000 € au total. Pas étonnant que Pascal soit désespéré. Il ne pouvait pas rembourser de telles dettes avec son salaire d'expert en assurance, même en plusieurs années. Parmi les papiers, j'ai trouvé plusieurs notes menaçantes. Dernier avertissement, le temps presse. Nous savons où tu habites. Une note était particulièrement sinistre. Nous savons pour ta mère au Vésinet. Si tu ne rembourses pas la dette, elle souffrira. Cela expliquait pourquoi Pascal avait décidé d'agir maintenant. Non seulement sa vie était en danger, mais la mienne aussi. Non pas que cela justifie ses actions. Il aurait pu venir me voir, me dire la vérité, demander de l'aide. Je ne lui aurais pas refusé. C'était mon fils, quoi qu'il arrive. Au lieu de cela, il a choisi le chemin le plus monstrueux, se débarrasser de moi pour obtenir son héritage. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro indiqué dans les documents.
Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était ferme quand j'ai entendu la réponse. Oui. La voix était basse, avec un léger accent. Je voudrais parler à Victor Solano, ai-je dit. Qui demande? Je m'appelle Béatrice Dubois. Je suis la mère de Pascal Dubois. Il y a eu une pause puis, Madame Dubois, à qui ai-je l'honneur? Je sais que mon fils vous doit de l'argent, ai-je dit sans détour. Beaucoup d'argent. Une autre pause. C'est exact. Et alors? Je suis prête à rembourser sa dette. Le montant total est de 53 000 €, si je comprends bien. 57 000 avec les intérêts, a-t-il corrigé. Mais pourquoi avez-vous décidé de vous en mêler? Votre fils est un homme adulte. Parce que mon fils adulte a essayé de me tuer pour obtenir mon héritage et vous rembourser. Cette fois, la pause a été plus longue. Quand Solano a repris la parole, il y avait une surprise sincère dans sa voix. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, Pascal m'a invité à une promenade en yacht, soi-disant pour mon anniversaire. Quand nous étions assez loin de la côte, il m'a poussé par-dessus bord et est parti, me laissant me noyer en pleine mer. Mon Dieu, a marmonné Solano. Nous ne lui avons jamais proposé cette option. Nous ne sommes pas des meurtriers, Madame Dubois. Oui, nous mettons la pression sur les débiteurs, nous les menaçons parfois, mais nous ne. Je comprends, les jeux interrompus. Je ne vous blâme pas pour ce que mon fils a décidé de faire. C'était son choix. Mais je veux vous proposer un marché. Je vous écoute. Je rembourserai intégralement la dette de mon fils, et vous m'aiderez à lui donner une leçon. Quelle leçon? Je lui ai expliqué mon plan. Au fur et à mesure que je parlais, la voix de Solano devenait plus respectueuse. Vous êtes une femme coriace, Madame Dubois, a-t-il dit quand j'ai fini. Je respecte ça. Beaucoup de gens dans votre situation seraient simplement allés à la police. La police ne lui donnera pas ce dont il a vraiment besoin, ai-je répondu. Il doit comprendre ce qu'il a fait. Il doit le sentir dans ses os. Je suis prêt à aider, a dit Solano après une courte pause. Mais j'ai besoin d'une garantie que vous paierez la dette. Je vais transférer l'argent tout de suite, ai-je dit. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Nous avons discuté des détails et j'ai fait le virement depuis mon téléphone. 57 000 € était une somme importante, mais pas critique pour ma situation financière. Louis m'avait laissé beaucoup plus, et mes investissements n'avaient fait qu'augmenter cette fortune. L'argent a été reçu, a dit Solano quelques minutes plus tard. La dette de votre fils est remboursée. Merci, ai-je dit, me sentant étrangement soulagé. Maintenant, pour la deuxième partie de notre accord. Nous avons discuté de tous les détails et Solano a promis que ses hommes seraient prêts. Il ne restait plus qu'à attendre le retour de Pascal. J'ai éteint les lumières de l'appartement, ne laissant qu'une petite lampe dans le coin du salon. Je me suis installé dans un fauteuil d'où je pouvais voir clairement l'entrée. Le pistolet reposait sur la table basse à côté de moi. Pas pour tuer Pascal, bien sûr. Je ne pourrais pas faire ça, malgré ce qu'il m'avait fait. Mais il devait comprendre que cette fois, c'était moi qui contrôlais la situation. Le temps s'écoulait lentement. J'étais assise dans l'appartement faiblement éclairé, regardant les photos de famille sur les étagères, pensant à comment nous en étions arrivés là. Où avais-je échoué en tant que mère? Que aurais-je pu faire différemment pour empêcher mon fils de devenir capable d'une telle chose? Mais je savais qu'il était inutile de me tourmenter avec ces questions. Pascal avait fait son choix. C'était un homme adulte, responsable de ses propres décisions, et maintenant il allait devoir faire face aux conséquences. Dans le silence de l'appartement étranger, le temps s'étirait insupportablement. J'étais assise dans un fauteuil positionné de manière à voir la porte d'entrée, mais à rester dans l'ombre. La seule lumière dans la pièce provenait d'une petite lampe de table dans le coin le plus éloigné, projetant une faible lueur sur la photographie encadrée. Cela faisait 4 heures que je m'étais installée ici. Le pistolet de Louis reposait sur mes genoux, lourd, froid, étranger dans mes mains. Je n'aurais jamais pensé être assise en embuscade avec une arme, attendant de rencontrer mon propre fils. Mon propre fils, qui la veille encore, m'avait poussée d'un yacht en pleine mer et m'avait laissée pour morte. La pensée semble toujours irréelle, comme une sorte de cauchemar dont je suis sur le point de me réveiller. Mais la douleur dans mes muscles après des heures de natation dans l'océan, le goût salé dans ma bouche, les coups de soleil sur mon visage et mes mains, tout me rappelle que ce qui s'est passé était réel. Mon propre fils, ma chair et mon sang, a essayé de me tuer. Dehors,
les lumières de la ville scintillent. Quelque part là-bas, Pascal célèbre probablement sa libération. Il se forge un alibi. Il se prépare à feindre le chagrin lorsque la nouvelle de ma disparition lui parviendra. Je me demande comment il a imaginé la suite de l'histoire. Le capitaine Rémy signalerait un accident. Une femme âgée est tombée par-dessus bord lors d'une promenade. Les recherches ont été infructueuses. Pascal accepterait les condoléances avec une expression tragique, organiserait peut-être même une recherche du corps. Et puis, quand je serai officiellement déclarée morte, il héritera de la maison, de l'assurance, des économies, de tout ce pourquoi il était prêt à franchir la ligne. Mes pensées sont interrompues par le son de l'ascenseur dans le couloir, un bruit sourd de porte, puis des pas. Des pas confiants, calmes, d'un homme qui n'a aucune raison de se presser ou d'avoir peur. Les pas s'approchent de l'appartement, et je sens mon cœur commencer à battre plus vite. Je saisis la crosse du pistolet, je vérifie que la sécurité est enlevée, comme Louis me l'a appris il y a de nombreuses années. Je ne vais pas tirer sur mon fils, mais il doit comprendre que cette fois, c'est moi qui contrôle. La clé tourne dans la serrure. La porte s'ouvre, laissant entrer une bande de lumière du couloir. La silhouette de Pascal apparaît dans la bande de lumière. Il a l'air détendu, même insouciant. Il entre dans l'appartement, ferme la porte derrière lui et allume l'interrupteur dans le couloir. Je le regarde enlever sa veste, la suspendre à un crochet près de la porte et enlever ses chaussures. Ce sont toutes des actions normales et quotidiennes d'un homme qui rentre chez lui après une longue journée, pas les actions d'un homme qui vient d'essayer de tuer sa propre mère. Pascal entre dans le salon, ne me remarquant toujours pas dans l'ombre. Il fredonne quelque chose, et cela me sort enfin de ma torpeur. Fredonner après ce qu'il vient de faire. « Bonne journée, Pascal », je demande calmement. La réaction est instantanée et stupéfiante. Pascal pousse un cri, recule d'un bond et trébuche sur la table basse. Son visage devient d'une pâleur mortelle sous la faible lumière de la lampe. Ses yeux s'écarquillent d'horreur et d'incrédulité. « Maman », sa voix tremble. « Mais comment, tu ne peux pas être en vie ?» Finis-je pour lui, en me levant du fauteuil avec le pistolet à la main. Déçu. Il fait un autre pas en arrière, trébuche sur le canapé et tombe dessus. Sa bouche s'ouvre et se ferme comme un poisson échoué sur le rivage. Dans une autre situation, cela aurait pu paraître comique, mais je ne suis pas d'humeur à rire. Je ne comprends pas, parvient-il enfin à dire. Comment as-tu survécu? T'es-tu échappé? Comment m'as-tu trouvé? Je m'approche lentement de lui, gardant le pistolet pointé sur sa poitrine. J'ai quelque chose pour toi, Pascal. Son regard tombe sur l'arme et une terreur authentique apparaît dans ses yeux. Maman, s'il te plaît. Il lève les mains dans un geste défensif. Je peux tout expliquer. Vraiment. Je m'arrête à quelques pas de lui. Explique-moi, s'il te plaît, comment tu peux expliquer avoir poussé ta mère d'un yacht en pleine mer et l'avoir laissée pour morte? Je ne l'ai pas fait, balbutie-t-il, puis change soudainement de tactique. C'était un accident. Je ne voulais pas. Tu as glissé et j'ai paniqué. Ne me mens pas. Ma main tenant le pistolet tremble de rage. N'ose pas me mentir maintenant, Pascal. J'ai entendu ta confession sur le yacht. Je connais tes dettes, tes créanciers, les menaces. J'ai trouvé tous les documents, toutes les notes, toutes les preuves. Il se tait, vaincu par les preuves. Ses épaules s'affaissent, son visage se tord en une grimace de désespoir et de honte. Je ne voulais pas ça, dit-il doucement. Vraiment pas. Mais il menaçait de me tuer si je ne remboursais pas la dette. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, je réponds fermement. Tu aurais pu venir me voir, me dire la vérité, demander de l'aide. Je ne t'aurais pas refusé. Tu es mon fils. Quoi qu'il arrive. Tu n'aurais pas compris. Il secoue la tête. Tu m'aurais fait la morale sur mon irresponsabilité. Comment j'aurais dû mieux savoir, à quel point mon père serait déçu de moi? Peut-être, j'admets. Mais est-ce une raison pour me tuer? Il ne répond pas. Il fixe juste le sol, évitant mon regard. À ce moment, il ne me semble pas être un homme de 39 ans, mais un petit garçon pris en train de voler des biscuits dans une boîte. Sauf que ce ne sont pas des biscuits. C'est ma vie. Lève-toi, j'ordonne, faisant un geste avec mon pistolet. Nous partons. Où ça? Il a l'air effrayé. Sur le yacht, je réponds avec un sourire sinistre. Je pense que nous devons finir notre promenade.
Son visage devient encore plus pâle, si c'est possible. Maman, s'il te plaît. Sa voix est remplie d'une peur sincère. Je ferai tout ce que tu diras. Je me rendrai à la police. Je travaillerai le reste de ma vie pour rattraper ce que j'ai fait. Juste, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Pascal. J'incline la tête. Je veux juste faire une promenade en yacht avec mon fils. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Il comprend, bien sûr. Il comprend ce que je prévois. Et cette compréhension se reflète dans ses yeux. La même horreur qui devait être dans les miens quand il m'a poussé par-dessus bord. Lève-toi, je répète. Ou devrais-je appeler tes créanciers? Je suis sûre qu'ils seraient ravis d'apprendre que tu ne les as toujours pas remboursés. La menace fonctionne. Il se lève lentement du canapé, n'arrivant toujours pas à croire que cela se produit vraiment. Prends ta veste, je dis. Il fait froid sur l'eau la nuit. Il obéit mécaniquement, enfilant la veste qu'il venait d'enlever. Je pointe le pistolet vers la porte et il se dirige vers elle comme un somnambule, traînant les pieds sur le sol. Nous prenons l'ascenseur et sortons par une porte latérale pour éviter le concierge. Une voiture aux vitres teintées nous attend dehors. Une des voitures envoyées par Victor Solano. Un homme costaud au visage de pierre est assis au volant. Il me fait un signe de tête et ouvre la portière arrière. Monte, j'ordonne à Pascal, et il grimpe docilement dans la voiture. Il reste silencieux pendant tout le trajet jusqu'au port de Plaisance, fixant la fenêtre avec un air de condamné. Je suis silencieuse aussi, rassemblant mes pensées avant ce qui va se passer. Le chauffeur ne dit pas un mot, se concentrant sur la conduite à travers les rues nocturnes. Quand nous arrivons au port, le yacht est déjà là. Pas « la Dame de la Mer » sur laquelle nous avons navigué pendant la journée, mais un autre, plus petit, mais tout aussi élégant. Un homme se tient sur le pont, grand, avec un regard lourd et une cicatrice sur le sourcil. Je le reconnais comme l'un des hommes qui sont venus chez moi demander après Pascal. Monsieur Dubois, il hoche la tête alors que nous montons à bord. Content de vous revoir. Pascal le regarde avec horreur, puis se tourne vers moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, je ne vous ai pas présenté correctement, dis-je avec une fausse politesse. Pascal, voici Monsieur Solano, votre créancier. Monsieur Solano, voici mon fils qui a décidé qu'il valait mieux me tuer que de demander de l'aide. Solano regarde Pascal avec un mépris non dissimulé. Vous savez, Monsieur Dubois, dit-il lentement. J'ai vu beaucoup de débiteurs dans ma carrière. Certains pleuraient, certains menaçaient, certains essayaient de s'enfuir. Mais vous êtes le premier qui a décidé de tuer sa propre mère pour de l'argent. Pascal baisse la tête, incapable de croiser nos regards. Larguez les amarres, ordonne Solano, et deux de ses hommes commencent à préparer le yacht pour le départ. Pascal et moi restons. Sur le pont, moi tenant toujours le pistolet, bien que je réalise que ce n'est plus nécessaire maintenant. Solano et ses hommes ne laisseront mon fils aller nulle part. Le yacht quitte le quai et sort lentement du port pour prendre le large. La nuit est claire et étoilée, presque la même que celle que j'ai passée dans l'eau à me battre pour ma vie. Je me demande si Pascal se battra aussi désespérément que moi. Quand la côte est derrière nous, Solano s'approche de nous. « Assez loin, dit-il. Personne ne nous verra ni ne nous entendra ici. » Pascal se met à trembler, ses yeux s'écarquillant de panique. « Maman, s'il te plaît, supplie-t-il. Ne fais pas ça. Je suis ton fils. » « Oui, j'acquiesce calmement. Tu es mon fils, et c'est précisément pourquoi ce que tu as fait est si impardonnable. » Je m'approche de lui et le regarde dans les yeux. Les mêmes yeux qui brillaient autrefois d'amour et de confiance quand il était enfant. Tu sais ce qui est le pire, Pascal? Ce n'est pas que tu aies essayé de me tuer. C'est que tu n'as pas demandé d'aide quand tu aurais pu. Je t'aurais donné l'argent si tu étais juste venu me voir et m'avais honnêtement raconté ce qui s'était passé. J'avais peur, sa voix tremble. J'avais peur que tu sois déçu, que tu refuses. Et tu as donc décidé qu'il serait plus facile de te débarrasser de moi. Je secoue la tête. Eh bien, j'ai parlé à Monsieur Solano, et j'ai des nouvelles pour toi. Je fais une pause, appréciant le regard d'horreur et d'espoir sur son visage. J'ai payé ta dette, dis-je enfin. L'intégralité des 57 000 €, avec les intérêts. Tu ne dois plus rien à Monsieur Solano. Le soulagement sur son visage est remplacé par de la confusion. Alors pourquoi sommes-nous ici? Je souris, mais ce n'est pas un sourire aimable.
Parce que c'était le marché. Je paie la dette et Monsieur Solano m'aide à te donner une leçon. Je fais un signe de tête à Solano, et lui et l'un de ses hommes saisissent Pascal par les bras. « Maman !» crie-t-il, essayant de se libérer. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ce que je dois faire, » je réponds, en les regardant le traîner vers le bastingage du yacht. « Monsieur Solano a accepté de venir te chercher dans environ 6 heures. Peut-être. »« Non. » Pascal se débat dans leur étreinte, mais ils le tiennent fermement. « Tu ne peux pas. » « Je ne peux pas nager aussi longtemps. » Je le regarde avec surprise. « Vraiment ? » « Moi, si. 67 ans. Pascal. J'ai 67 ans et je suis resté dans l'eau jusqu'à ce qu'un paquebot de croisière de passage me sauve. Je pense qu'un homme de 39 ans qui a pris des cours de natation à l'école a de meilleures chances que moi. » Il me regarde avec désespoir et compréhension. La compréhension que je vais vraiment le faire, qu'aucune supplication n'y changera rien. « Un dernier mot ?» demande Solano, tenant le bras de Pascal. Mon fils me regarde et pendant un instant, je vois quelque chose dans ses yeux. Du remords ? Du regret ? De la peur. « Maman, » dit-il doucement. « Je suis désolé. Je ne voulais pas, je me suis égaré. »« Je sais, » je réponds, me sentant étrangement calme. « Et je te pardonne, Pascal, mais cela ne signifie pas que tu n'auras pas à répondre de tes actes. » Je m'approche et le regarde une dernière fois dans les yeux. « Dis bonjour au requin, » dis-je, répétant ces mots, et je fais un signe de tête à Solano. Il le pousse par-dessus bord. Il y a un plouf, un cri, et Pascal est dans l'eau, s'agitant, criant, suppliant d'être sorti. Mais le yacht s'éloigne déjà, le laissant seul dans l'eau sombre, tout comme il m'a laissé. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demande Solano, se tenant à côté de moi au bord du bateau. Je regarde la silhouette qui s'éloigne dans l'eau. Mon fils, mon unique enfant, l'homme qui était prêt à me tuer pour de l'argent. Oui, je réponds fermement. Il doit comprendre ce que j'ai ressenti. Il doit éprouver la même peur, le même désespoir, la même lutte pour la vie. Nous reviendrons le chercher, me rappelle Solano, dans 6 heures, comme vous l'avez dit. Je sais, je hoche la tête, et il le sait aussi. Mais ces 6 heures le changeront à jamais, tout comme elles m'ont changé. Nous restons sur le pont, regardant la silhouette de mon fils devenir de plus en plus petite jusqu'à n'être qu'un point à peine discernable sur la surface sombre de l'eau. Ses cris se sont tus depuis longtemps, soit parce qu'il se rend compte que c'est inutile, soit parce qu'il économise ses forces pour la longue nage. « Vous êtes une femme coriace, Madame Dubois, » dit Solano avec une pointe de respect dans la voix. « Non, » je secoue la tête. « Je suis juste une mère qui veut enseigner à son fils la leçon la plus importante de sa vie. » Le yacht retourne au port, laissant Pascal seul dans l'océan. 6 heures, c'est long quand on est seul dans l'eau à lutter contre la fatigue, le froid et la peur. Mais je crois qu'il endurera, comme je l'ai fait. Et peut-être que quand nous reviendrons le chercher, il sera une personne différente. Une personne qui comprend les conséquences de ses actes. Levant les yeux vers les étoiles au-dessus de moi, je pense à la tournure étrange que ma vie a prise. À 67 ans, j'ai survécu à la trahison de la personne la plus proche de moi. Des heures de lutte pour ma vie en pleine mer. Et maintenant, je suis sur le pont d'un yacht, laissant mon unique fils à la merci du destin dans ces mêmes eaux. Ai-je bien agi ? Je ne sais pas. Mais je n'ai aucun regret. Pascal a fait son choix quand il a décidé que ma vie valait moins que ses dettes. Il est maintenant temps pour lui d'apprendre que chaque choix a des conséquences. Et parfois, ces conséquences vous reviennent comme une vague que vous avez vous-même créée. Le yacht navigue vers le port de Plaisance et je me tiens sur le pont, sentant le vent sécher les larmes sur mes joues. Des larmes non pas de regret, mais de libération. Quoi qu'il arrive ensuite, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai donné à mon fils une leçon qu'il n'oubliera jamais. Une leçon qui sauvera peut-être son âme. Dans 6 heures, nous reviendrons pour lui. Et alors, un nouveau chapitre de notre histoire commencera. L'histoire d'une mère et d'un fils qui ont traversé la trahison, la mort et la renaissance. Une histoire sur la façon dont parfois, la justice ne vient pas de la loi, mais de ceux que nous avons le plus blessés.